franceinter.com. Bonjour Claire Servagent. Eh bien aujourd'hui nous allons remonter le temps en 1796 et 1797, Bonaparte en Italie. Le 15 mai 1796, Bonaparte entrait dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur, Stendhal. « 2000 ans d'histoire », Patrice Gélinet. Lorsqu'en 1796, il arrivait à Nice pour prendre le commandement de l'armée d'Italie, personne ou presque n'avait encore entendu parler de Bonaparte. On savait que 3 ans plus tôt, il avait repris Toulon aux Anglais, mais depuis, on avait oublié ce général beaucoup moins connu que ceux qui avaient donné à la Révolution ses premières victoires, Kellermann, Dumouriez, Hoche, Kléber, ou encore le vainqueur de Fleurus, le général Jourdan. À l'époque, personne n'imaginait qu'en quelques mois, à Lodi, à Castiglione, à Rivoli, à Bassano et au pont d'Arcole, ce général de 27 ans allait se couvrir de gloire à la tête d'une armée de va-nu-pieds que le Directoire lui avait confiée pour attaquer les Autrichiens en Italie. Ces bêtes-là doivent porter largement au-delà des 2000 mètres, vous n'êtes pas de cet avis, Muron? Si, mon général. Sauf que ces canons ne sont pas prévus pour nous, mais pour l'armée du Rhin. Pour l'armée d'Italie, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Rien. Comment ça, rien? Comment croit-il que je puisse repousser les Autrichiens avec rien? C'est-à-dire que la plupart de vos hommes n'ont déjà même plus de souliers, alors les canons... Pas de souliers, pas de canon. Ils auront de la cavalerie, au moins. Oui, tout un régiment, général. Tout de même. Mais il y a un problème. C'est que les cavaliers n'ont plus de chevaux. Ils les ont mangés. Pardon? Ah oui, c'était ça, ou mourir de faim. L'Italie? Dis-moi, c'est où l'Italie, sergent? L'Italie, marchand, c'est en Espagne. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Alors ce n'est pas en Espagne, mais en Italie que Bonaparte a fait la première et peut-être la plus célèbre de ses campagnes militaires, une campagne dont il était si fier d'ailleurs qu'il lui a consacré 300 pages de ses mémoires, dont le premier volume vient d'être réédité sous votre direction chez Talandier, des mémoires écrits à Sainte-Hélène, beaucoup bien après cette campagne d'Italie, beaucoup moins connus d'ailleurs que les souvenirs de ses compagnons d'exil à Sainte-Hélène, comme le mémorial de Lascaz, au point d'ailleurs qu'on a oublié même qu'il a écrit des mémoires, Napoléon. Oui, il a écrit des mémoires sur 3 grandes périodes de sa vie, la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte et les 100 jours et Waterloo. C'est ce troisième volume, si l'on peut dire, pour des raisons compréhensibles. Il voulait essayer d'expliquer au monde cette catastrophe de 1815, mais il avait comme projet de dicter l'ensemble de sa vie. Et il l'a fait comme l'aurait fait un historien qui aurait pris du recul. Il avait besoin de documentation, il avait besoin de cartes, il avait besoin de dictionnaires, il avait besoin de livres qui racontaient sa propre épopée. Et comme il n'en disposait pas sur la partie impériale, il y a un trou dans les mémoires. Mais c'est vrai que c'est peu connu, même je dois vous dire l'éditeur au départ était surpris quand on lui propose la réédition des mémoires de Napoléon, parce que ça n'a pas été réédité, en tout cas sous cette forme complète, depuis le début du XXe siècle, 1905 exactement. Je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble, avait-il dit à la garde impériale, justement, quand il avait quitté la France en 1814. C'est ce qu'il va faire à Sainte-Hélène. Mais alors, cette campagne d'Italie, on sent qu'il y attache de l'importance, peut-être parce que c'est son meilleur souvenir, en tout cas celui dont il est le plus fier. Thierry Lenz. Oui. Pour revenir à Lascaz, dont on parlait tout à l'heure, il dira un jour à Lascaz, je me sentais soulevé dans les airs au moment de la campagne d'Italie, parce que c'est effectivement sa première grande campagne. Vous soulignez tout à l'heure qu'il était peu connu. On lui fait confiance sur un front secondaire et, je dirais, par son activité, par son génie, par sa science militaire et politique, il inverse totalement les données presque de la géopolitique européenne, puisqu'il fait de l'Italie le centre de la guerre.
La période la plus pure et la plus brillante de sa vie, disait plus tard Stendhal, aucun général des temps modernes n'a gagné autant de batailles en si peu de temps avec des moyens aussi faibles sur des ennemis aussi puissants. Alors il faut le rappeler, on l'a entendu dans l'extrait de film du début, que c'est vrai que cette campagne, tout le monde est surpris de l'importance qu'elle a pu prendre parce que, au fond, l'armée qu'il commande en Italie, c'est une armée un peu de diversion. À l'époque, le Directoire, la Révolution est en guerre contre l'Angleterre, contre l'Autriche. Elle se bat surtout contre l'Autriche. Et contre l'Autriche, on envoie au nord 2 armées infiniment plus importantes que celles que l'on confie à Bonaparte en Italie. Oui, c'était vraiment une armée de diversion, c'est-à-dire qu'il devait, amener les Autrichiens à masser un peu plus de troupes que d'habitude dans la péninsule italienne et essayer de les contenir. Simplement pour qu'ils ne puissent pas entrer sur le territoire de la République. Mais comme il avait cette espèce de hargne des débutants, si l'on peut dire, il a 27 ans. Hein. Et oui, il a tant et si bien fait qu'il a non seulement remporté les victoires qu'on disait tout à l'heure, mais qu'en plus il a réorganisé le nord de l'Italie. Et puis à la fin de la campagne, il s'est mis à marcher sur Vienne, ce qui était normalement prévu pour les armées du Rhin. Une campagne qui l'a rendu célèbre, alors que quand il part en Italie en 96, j'avais cité l'épisode de Toulon, mais en France, à l'époque, on s'en est à peine souvenu. En plus, il y a aussi Vendémiaire, quand il écrase une insurrection royaliste à Paris, quelque temps avant de partir en Italie. Mais bon, il est beaucoup moins célèbre que la plupart des autres généraux. Oui, on peut même dire qu'il est inconnu. Alors, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il a sauvé, effectivement, ou contribué au sauvetage de la République en Vendémiaire. L'affaire de Vendémiaire, donc l'écrasement d'une émeute royaliste à Paris. En tirant au canon sur l'église Saint-Roch. Voilà, il y a encore quelques traces sur les murs. Mais bon, disons que le grand vainqueur de la journée de Vendémiaire, c'est Barras, qui a utilisé le directeur, le chef du directeur, gouvernement de l'époque, voilà, le directeur du directoire. Voilà, et qui a utilisé quelques généraux, dont Brune et dont Bonaparte. Effectivement, l'action d'avoir canonné en plein Paris l'insurrection a marqué les esprits, mais n'a pas donné une célébrité à Bonaparte. Dans le rapport final sur la journée de Vendémiaire, son nom n'est pas cité. À tel point d'ailleurs que quand il arrive à Nice pour prendre le commandement de cette armée qui compte à peine 37 000 hommes, c'est-à-dire beaucoup moins que les Autrichiens qui sont en face de lui, eh bien, il a affaire à des généraux chevronnés et brusquement, il s'impose. On voit arriver un petit Corse, un peu freluqué, etc. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire du général Augereau qui dit « Le petit bougre m'a fait peur ». Oui. C'est vrai qu'il a été assez mal accueilli. Par exemple, un autre des futurs maréchaux de l'Empire, qui s'appelle Suchet, le qualifie de général de guerre civile dans sa correspondance. On ne le prend pas très très au sérieux et on pense surtout qu'il a été envoyé là parce qu'il est l'ami de Barras. Hein. Donc on lui a fait cadeau de ce petit commandement avec une armée qui est effectivement en mauvais état, qui est mal ravitaillée, qui est peut-être pas aussi nue qu'il ne l'a dit plus tard, mais qui effectivement n'était pas de toute façon destinée à être une armée importante sur les théâtres d'opération. Et donc, finalement, les généraux qui l'accueillent se disent, ben voilà, je dirais, ça continue. Nous sommes à nouveau une armée secondaire et on n'attend rien de nous. Armée avec laquelle, donc, en 1796, il franchit le col de Cadibonne, à la charnière des Alpes et de l'Apennin, pour entrer en Italie. Mes frères d'armes, vous êtes à compter de ce jour, soldats de l'armée d'Italie. Pour notre gloire, nous nous sommes donnés pour tâche d'apporter aux populations d'Italie les bienfaits de notre révolution. Soldats, vous vous êtes précipités du haut de l'Apennin tel un taureau. Et c'est à vous désormais que reviendra sa gloire immortelle. Car vous avez changé la face de la plus belle partie de l'Europe. Et un jour viendra, vous changerez la face de toute l'Europe. Et montrerez au monde que la terre de France porte des richesses qui s'appellent liberté, égalité, fraternité. Alors quand Bonaparte entre en Italie en 1796, ce n'est pas pour la conquérir, mais comme le prétendaient d'ailleurs toutes les armées de la Révolution, pour libérer l'Italie des Autrichiens qui s'y trouvaient.
Oui. Enfin, pour libérer, entre guillemets. Oui, alors l'Italie de l'époque n'est pas du tout, évidemment, d'abord, ça n'est pas un pays unitaire. Il y a beaucoup d'États dans le nord de l'Italie. Et en réalité, Bonaparte, évidemment, a comme objectif de se battre avec les Autrichiens, mais il y a aussi le roi de Sardaigne, la République de Venise, la République de Gênes, qui sont liguées, elles aussi, contre la France. Et d'ailleurs, au cours de la première phase de la campagne, c'est surtout contre ses ennemis secondaires que va se battre Bonaparte. Bon, il va littéralement les écraser, ça va aller assez vite, mais en même temps, pour la campagne doit aussi simplifier un peu la carte de l'Italie. C'est quand même la première fois depuis plusieurs siècles que les Français retournent faire la guerre en Italie. On ne faisait plus la guerre en Italie depuis au moins 2 siècles. On faisait surtout la guerre en Allemagne. Et je dirais que la rapidité du succès obtenu par Bonaparte va remettre les projecteurs, si on peut utiliser cette expression anachronique, sur ce théâtre d'opération et va finalement aussi aiguiser les appétits des gouvernements français, dont celui de Napoléon plus tard, mais déjà sous le Directoire, vis-à-vis de ces contrées. Oui, l'appétit, le besoin d'argent et le pillage d'ailleurs dont l'armée de Bonaparte va faire preuve, on en reparlera. Mais il est également favorisé par une chose, c'est qu'un certain nombre d'Italiens républicains attendent beaucoup justement de l'armée française lorsqu'elle arrive en Italie, ce qu'on appelle les Giacobini, les Jacobins italiens qui accueillent, qui sont plutôt du côté des Français quand ils entrent en Italie. Oui, bien sûr, il y a toute une partie avancée de la société italienne qui attend de l'armée française une libération. Alors, l'histoire leur montrera qu'au fond, leurs attentes étaient un petit peu excessives ou un petit peu trop optimistes. Mais c'est vrai que dans un premier temps, au moins jusqu'au tournant de la campagne après la bataille d'Arcole, les populations se rallient facilement. On s'enrôle même dans l'armée d'Italie afin de soutenir cet effort de libération. À un moment de la campagne, il y aura quand même plusieurs révoltes anti-françaises, les fameuses Pâques véronaises où beaucoup de soldats français ont été massacrés, tout simplement parce que les Français n'ont pas immédiatement compris que l'Italie ne se concevait pas comme un ensemble uni, mais comme une juxtaposition de centaines, de milliers de particularismes locaux, ce que les Français n'ont pas compris, d'ailleurs ce que Napoléon lui-même n'a pas compris plus tard sous le Consulat et l'Empire. Donc il a été obligé de forcer l'unité, en quelque sorte. En tout cas, le début de la campagne est assez extraordinaire, puisqu'en 15 jours, il parvient à battre les Piémontais, impose à ceux-ci l'armistice de Cherasco, le 26 avril 1796, et puis s'en prend aux Autrichiens sur le pont de Lodi le 10 mai 1796, ce qui lui permet d'entrer triomphalement à Milan le 15 mai 1796. Présentez! Nous venons certes de remporter une belle victoire sur les alliés italiens de l'Autriche, mais le tout est de savoir si nous allons vaincre l'Autriche elle-même. Le général Wurmser et ses troupes sont loin d'être restés inactifs, messieurs. Ils ont bombardé Mantoue. Et nous devons riposter, car les populations locales pourraient bien joncher de roses les sentiers foulés par nos ennemis plutôt que le nôtre. Je commanderai 2 bataillons Murat, vous resterez en réserve, les ordres pourront être modifiés à tout moment. À présent, bonne chance à tous. Et c'était le début donc de ce qu'on appelle la deuxième campagne, celle que Bonaparte va entreprendre contre les Autrichiens qui se sont repliés sur Mantoue, qui ont fait venir 4 armées venues d'Autriche, parce que cette fois-ci, Bonaparte commence à faire sérieusement peur aux Autrichiens, et il se retrouve donc face à eux, face à une armée encore plus imposante que la sienne, et c'est là que vont se produire les plus belles victoires de Napoléon, de Bonaparte, dans des villes qui portent aujourd'hui des noms de rues à Paris ou même dans plusieurs villes de province, Castiglione, Rivoli, dites-vous, la plus importante, Thierry Lenz. Oui, parce que c'est si vous voulez, en 2 mots, Napoléon utilise pendant cette campagne une tactique qui va reproduire assez souvent pendant sa carrière, ce que les techniciens appellent la manœuvre sur position centrale, qui est tout simplement de séparer les ennemis et de les battre successivement. Et il le fait
au niveau macro-militaire au début de la campagne, en battant d'abord les alliés italiens, puis en se tournant vers les Autrichiens. Et il va continuer à le faire pendant toute la campagne avec les armées autrichiennes qui se présentent devant lui. Et la grande bataille finale, qui a lieu en janvier 1797, c'est la bataille de Rivoli, alors dont on connaît le nom. Il y a une rue, évidemment, une des grandes rues de Paris qui porte ce nom. Mais la bataille de Rivoli, quand vous regardez le théâtre de la bataille, c'est un tout petit endroit, c'est un tout petit plateau où on s'est battu presque en se bousculant. Enfin, il y avait trop de monde pour la place dont on disposait. Et c'est une victoire qui permet, là, cette fois-ci, à Bonaparte de rejeter complètement les Autrichiens vers leur pays et d'envisager, ce qu'il va d'ailleurs faire quelques semaines plus tard, d'envisager de commencer à marcher vers Vienne, ce qui n'était pas du tout, mais pas du tout dans les projets ni du Directoire, ni évidemment des Autrichiens qui ne s'attendaient pas à être menacés de ce côté-là. Alors il y a Castillon, dont je l'ai dit, Rivoli, et puis alors aussi Arcole, où sur un pont, Bonaparte, allait construire sa légende. Il faut s'emparer de ce pont. Il est impossible à contourner. Il est sous leur feu. On va se faire massacrer. Sauf si on passe au pas de charge. Non seulement on sera moins longtemps dans leur ligne de mire, mais ça peut les impressionner et les faire douter. La charge. Pas la charge. La charge, général? Vas-y, garçon. Et mets-y tout ton cœur. Allez! « 2000 ans d'histoire », Patrice Gélinet. Arcole, c'est sans doute la bataille la plus célèbre de la campagne d'Italie. Thierry Lenz, tout le monde connaît ce tableau de gros célébrissime où l'on voit Bonaparte en train de traverser le pont, avec d'ailleurs devant lui un soldat, Muiron, qui est mort en le protégeant. Et pourtant, c'est pour une grande bataille. Oui, c'est même pas d'ailleurs une victoire décisive. Oui. La version officielle d'Arcole, c'est on n'arrive pas à franchir un pont, alors Bonaparte se saisit d'un drapeau, traverse le pont en courant et les soldats le suivent pour protéger leur général. Alors, la scène a vraiment eu lieu, c'est-à-dire que Napoléon a bien essayé d'entraîner les soldats, simplement il est tombé à l'eau, il a failli se noyer, et ce sont d'autres que lui, notamment Augereau, qui ont saisi le drapeau et qui ont terminé le travail. Mais surtout, dans l'affaire d'Arcole, et ça Napoléon l'a un peu caché parce que ce général était un de ses adversaires politiques, c'est le général Masséna qui réalise le plus gros du travail parce qu'il trouve un guet, réussit à passer et prend les Autrichiens à revers. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les armées françaises vont pouvoir être au contact beaucoup plus direct avec les Autrichiens, ce qui n'était pas très bon pour les Autrichiens parce que les qualités manœuvrières de Bonaparte étaient bien supérieures. Les généraux autrichiens sont généralement de vieux généraux blanchis sous le harnais qui n'ont pas encore compris la technique de la guerre moderne de Bonaparte qui est d'aller vite et de frapper fort à un point bien déterminé. Qualité manœuvrière et aussi alors qualité extraordinaire propagandiste. Cette campagne d'Italie, ça a été une campagne de propagande. Il envoyait régulièrement, en l'enjolivant, comme il le fait d'ailleurs un peu dans ses mémoires, tout ce qu'il faisait là-bas en Italie. C'était destiné au fond à entretenir déjà les débuts de sa légende. Arcole, mais aussi toutes les autres victoires, tout ce qu'il fait là-bas. Oui. Notre maître à tous, Jean Tullard, dit toujours que la légende napoléonienne est née dans les plaines d'Italie, et c'est la vérité. Alors il y a le fameux tableau dont nous parlions tout à l'heure, le tableau de Gros, est contemporain de la campagne d'Italie. Et avant même que le tableau ne soit terminé et présenté au Salon de Paris, on avait déjà fait des gravures qui circulaient assez largement. Bonaparte avait créé des journaux, dont un qui s'appelait La France vue de l'armée d'Italie, c'est-à-dire qu'il donnait des avis sur la politique française, et ces journaux étaient diffusés jusque dans la capitale. Il avait déjà cette politique de communication et d'image du petit caporal qui allait manger avec ses soldats au bivouac et ainsi de suite, alors que... Oui, le petit caporal, d'ailleurs, ce surnom que lui ont donné ses soldats jusqu'à la fin de l'Empire, ça vient de là. Ça vient de là parce qu'il avait un comportement assez proche des hommes, d'ailleurs, c'est aussi une légende, c'est-à-dire qu'il avait malgré tout une vie confortable, un quartier général très bien aménagé, mais il se montrait de temps en temps et allait partager le sort de ces hommes jusque sur le champ de bataille, parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas dénier à Napoléon Bonaparte, c'est qu'il avait un courage physique extraordinaire. Pendant cette campagne d'Italie, au pont de Lodi, il passe sur le pont sous la mitraille, au pont d'Arcole, il a des chevaux
nouveau tué sous lui à la bataille de Rivoli. Enfin, il donne de sa personne, ce qui n'est pas aussi fréquent que ça chez les généraux de l'époque. Extraordinaire manœuvrier, également administrateur, vous le dites vous-même. Pour la première fois, un général s'est ému en administrateur, parce que là-bas, il se comporte comme un proconsul, et presque un roi d'ailleurs à Milan. Il se comporte véritablement comme un souverain. Oui, mais il s'installe dans un château. Alors, une fois que la guerre est quasiment terminée, il s'installe dans un château, et il se met à gouverner tout le nord de l'Italie, changeant les institutions. Alors, il crée même, à la place des vieux royaumes, il crée des républiques. Alors, la République cispadane, qui dure peu de temps, mais la République ligurienne qui va remplacer la République de Gênes. Il va créer la République cisalpine qui sera le noyau de la République italienne. Et puis il se permet d'attaquer la sérénissime République de Venise qu'il détruit. Finalement, c'est celui qui a tué la République de Venise. Il l'envahit. Alors, il prend un prétexte d'émeute anti-française pour envahir la République de Venise et la transformer en une république sœur de la République française. Modification aussi fiscale. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Toutes les saisies qui sont faites sur le territoire italien. Organisation d'une armée. Je parlais de pillage. Par exemple, prenons un exemple. Les chevaux de la place Saint-Marc, qui d'ailleurs eux-mêmes venaient, je crois, de Byzance, ces chevaux, il les a ramenés en France, et on les trouve sur l'Arc de Triomphe du Carrousel. Enfin, on les a trouvés, ceux qui existent maintenant, ils sont rentrés, et ceux qui existent sont le fameux lion de la place Saint-Marc a orné pendant plusieurs années une fontaine qui se trouvait sur l'esplanade des Invalides. Donc, en réalité, alors, on parle beaucoup des pillages de Bonaparte. Il faut savoir que c'est dès le début de la Révolution où les révolutionnaires avaient décidé que les arts ne seraient jamais aussi bien représentés et aussi bien accueillis que dans la patrie de la liberté. Donc il y a eu toujours une politique de saisie d'œuvres d'art dans les pays. Et évidemment, en Italie, il y avait beaucoup plus d'œuvres d'art à saisir. Et d'ailleurs, dans tous les traités de paix qui sont signés par Bonaparte, il y a des clauses de remise de tant de tableaux, tant de sculptures, tant de livres précieux et ainsi de suite. Le pape sauve sa couronne, si l'on peut dire, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi un grand nombre de tableaux, un grand nombre de sculptures qui, aujourd'hui, dont beaucoup se trouvent encore dans les musées français. Oui, au point de décevoir, d'ailleurs, ces fans, si je puis dire, ces fans italiens, ces Giacobini dont je parlais. Il y en a un qui, lorsque, justement, Bonaparte était entré, ou en tout cas avait pillé Venise, qui parlait des Français en disant « ces dévoreurs de peuple », c'était le poète Ugo Foscolo qui disait ça, se servent de la liberté comme les papes se servaient des croisades. Autrement dit, effectivement, derrière le prétexte de liberté, il y avait le pillage. En tout cas, il n'en fait qu'à sa tête, cette espèce de vice-roi, de souverain. Il n'obéit même plus au directoire. Il marche sur Vienne. Il va au-delà. Il va au-delà de la frontière. Il marche sur Vienne, impose aux Autrichiens un traité de paix, la paix de Campo Formio, le 17 octobre 1797, dans lequel d'ailleurs il abandonne Venise aux Autrichiens. Pour la première fois, cette république cesse d'être indépendante. Oui. Et elle va rester prisonnière, en quelque sorte, des Autrichiens pendant plusieurs années encore. Oui. Et par exemple, dans le traité de Campo Formio, alors que ça n'est pas son problème, il fait reconnaître la rive gauche du Rhin comme appartenant à la France. Rappelons quand même qu'il a gagné des victoires en Italie, mais il arrive à faire une sorte de paix générale. D'ailleurs, le directoire en est assez furieux parce que ça n'était évidemment pas sa mission. Il va essayer de le punir en lui disant puisque vous avez signé cette première paix, vous allez aller négocier le véritable traité de paix à Rastatt, en espérant que Bonaparte va s'embourber dans les arguties, dans les discussions diplomatiques. Et même sur ce plan-là, Bonaparte n'obéira pas, puisqu'au lieu de rester à Rastatt pour négocier, il remonte à Paris pour éventuellement aller tenter sa chance. À Paris, où il est accueilli triomphalement. Les Parisiens acclament Bonaparte comme s'il s'agissait d'un dieu. Un dieu. Plus comme un roi, dirais-je. Ce qui est plus inquiétant et sûrement plus du goût de notre jeune général corse, si je ne me trompe sur ses ambitions. À votre avis, que va-t-il demander? Dites plutôt de quoi va-t-il se contenter? Bonaparte semble plus grand que jamais ces temps-ci, vous ne trouvez pas? C'est curieux, mais j'ai vraiment peine à croire que je suis en train de marcher au bras d'un conquérant. Un libérateur. Oh, je me sens décidément comblée. Savez-vous que toutes ces femmes sont amoureuses de vous? Le peuple est avide de tout ce qui concerne Bonaparte. Sa popularité est devenue telle que les Français pourraient bien renoncer à leur démocratie pour le faire roi. L'Italie a produit ses fermes
fertile moisson. Sur le champ des plaisirs succède au cri de guerre. La victoire a conquis la paix. Le champ des plaisirs succède au cri de guerre. La victoire a conquis la paix. Contemplez nos lauriers civiques, l'Italie a produit ses fertiles moissons, que le chant des plaisirs succède au cri de guerre, la victoire a conquis la paix. C'est le chant du retour de Campo Formio, écrit en 1797 au moment où Bonaparte revenait d'Italie. Il était parti totalement inconnu, il devient véritablement un personnage incontournable du Directoire et même menaçant pour le régime. Ah oui, il devient totalement l'homme à la mode et d'ailleurs c'est à cette époque qu'il commence à se lier à un autre personnage qui va beaucoup aider à son ascension, qui est Talleyrand. Talleyrand a repéré ce jeune général. On sait depuis même que Robespierre l'avait prédit que cette révolution allait se terminer probablement par une remise en ordre un petit peu musclée et pourquoi pas par un militaire. Talleyrand est de cet avis, puisque ce sont les militaires qui sont à ce moment-là le seul corps vraiment organisé, et il joue la carte Bonaparte dès cette époque. On sait par les documents qui ont subsisté que Bonaparte a pensé à ce moment-là à prendre le pouvoir, mais qu'il en a été dissuadé parce que d'abord, les directeurs, même si on les a beaucoup vilipendés, n'étaient pas tous des imbéciles, et avaient bien compris l'objectif de Talleyrand et du couple Talleyrand-Bonaparte, et donc voyant que tout ça se gâtait, qu'il y risquait sa réputation et voire même sa vie, et on guillotinait beaucoup quand même encore à cette époque, Bonaparte choisit de s'éloigner du panier de crabe pendant un certain temps, et puis ce sera la campagne d'Égypte. Oui. Là, alors là, le directeur est bien content de l'envoyer très loin de France, en espérant bien qu'il restera là-bas, mais ça va également encore accroître sa gloire. Au fond, est-ce que Bonaparte serait devenu Napoléon sans cette campagne d'Italie ? Non, évidemment, puisque d'abord, il y conquiert la gloire militaire, qui est essentielle à cette époque-là. Enfin, l'idée de gloire est chevillée au corps des Français de cette époque-là. Donc, ils ont un général glorieux. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il apprend le pouvoir en étant en Italie. C'est-à-dire que il n'a au fond pas de compte à rendre à personne dans des contrées qui n'ont jamais été organisées sur le modèle rationnel de l'administration française. Et en fait, il fait ses classes, il apprend. En plus, quand on le regarde faire, on a l'impression qu'évidemment, il a toujours su, mais il y a aussi des erreurs qui sont faites au niveau fiscal, au niveau du maintien de l'ordre, et il va apprendre et il va se créer cette personnalité politique un peu atypique qui va finalement, quelques années plus tard, changer la France et un petit peu l'Europe. Sa naissance de la légende, en fait, parce qu'on oublie aujourd'hui, avec du recul, que cette campagne était la première qu'il ait faite, et que c'est de là que procède tout le reste, le 18 Brumaire, le consulat, et puis bientôt l'Empire. Tout ça, on le retrouve dans ses mémoires. Il y attachait beaucoup d'importance. Il était plus attaché qu'à d'autres à cette campagne d'Italie, Thierry Lenz, puisqu'il y a 300 pages, justement, de ces mémoires que vous rééditez. Oui, on a les manuscrits originaux, c'est-à-dire qu'ils ont été dictés par Napoléon à ses généraux à Sainte-Hélène, et lui-même apportait des corrections et faisait recommencer les copies. Et même dans les documents finaux, il y a l'écriture du Mamelouk Ali, les corrections de Napoléon et la traduction des corrections par le général Bertrand. Mémoire de Napoléon, donc la campagne d'Italie, une nouvelle édition donc publiée chez Talandier de ces Mémoires de Napoléon, présentée par vous, Thierry Lenz. Je signale également que vient de paraître sous votre direction l'ouvrage collectif 1810, le tournant de l'Empire, chez Nouveau Monde Édition, en partenariat avec la Fondation Napoléon. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants: Napoléon et Joséphine de Richard Effron et Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle titre, disponible en DVD chez France Télévisions Distribution. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Anne-Laure Cochet, Guillaume Lacroux, Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. C'était une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une autre légende, une légende du Far West, Calamity Jane. Du 4 au 12 décembre, rendez-vous au Nautique, Salon Nautique International de Paris pour fêter 50 ans de passion. Venez découvrir l'univers du nautisme, les nouveautés de la prochaine saison et les nombreuses animations et activités souvent insolites. Rendez-vous au Nautique de Paris, 50 ans de bonheur.